Debout, debout, debout. Debout. Cette maison à droite, c'est la maison de la cible. Mets-toi là! Ça veut dire que s'il devient président, il va forcément abuser. Pour rester avec eux et pour pouvoir dire que je fais partie d'un gang. Tous mes anciens potes sont des drogués ou morts. Personne ne bouge. Entrez, entrez, bienvenue à la maison. Bienvenue à Manille, capitale de l'archipel des Philippines. 20 millions d'habitants. Des constructions à permanence, du bruit, Manille grouille, ne s'arrête jamais. Dans cette mégapole aux deux visages, il y a d'un côté les ultra-riches et de l'autre les bidonvilles. Et au milieu, la violence et les gangs. Direction Barangay, le bidonville le plus grand de Manille. Les TBS nous accueillent, c'est le gang le plus craint des Philippines. À sa tête, Mamo, en casquette bleue. Aujourd'hui, ils nous ont invités à un événement un peu spécial. L'entrée dans le gang d'une nouvelle recrue. Le futur gangster, le voici. Frédéric n'a que 16 ans. Et malgré sa motivation, il est terrifié. Pourquoi tu es là? Je veux faire partie du gang, je veux être un membre des TBS pour faire partie d'eux. Et tu n'as pas peur? Non, mais j'appréhende un peu. On va le tabasser. C'est un test pour voir s'il est assez fort, s'il est digne d'appartenir au gang. Ce n'est que le début de la violence, car il va affronter encore plus de difficultés quand il fera vraiment partie du gang. Parce que, vous voyez, on doit savoir s'il est prêt. Car on ne rentre pas comme ça dans le gang. C'est pas juste un oui de notre part. Il faut qu'il soit tenace. Il faut qu'il soit fort. Nous, on est tous passés par là. C'est comme ça. Cette initiation à la violence va durer 40 secondes. Cela s'appelle un jump-in. Plus bas. Plus bas. Faut pousser le mur. Allez. Allez, on commence. Debout, debout, debout. Debout. Vas-y, tape-le. Tout le corps est frappé violemment. Seule la tête est épargnée. Allez, lève-toi. Un briquet. On va commencer à le brûler. Avec une cigarette, Frédéric se fait marquer entre les doigts. C'est la marque des TBS. La douleur est insoutenable, mais pas le droit de protester. Il en va de son acceptation dans le gang. Pourquoi vous faites ça? Pour rester avec eux et pour pouvoir dire que je fais partie d'un gang. C'est-à-dire faire partie d'un groupe, quoi. Et ça représente quoi pour vous? La fraternité. C'est comme une fraternité. Un passage à tabac, une brûlure et une poignée de main. La première étape est franchie. Maintenant, c'est bon. Si on a besoin de lui, on l'appellera. Et les jeunes veulent tous venir? Oui, oui, bien sûr. On a plein de demandes. Mais on fait attention. On sélectionne. On ne fait pas n'importe quoi. On n'accepte pas n'importe qui dans le gang. La prochaine étape pour Frédéric sera de tuer ou d'envoyer à l'hôpital un membre d'une bande rivale. Avant de devenir un TBS, on regarde d'abord si tu es capable de contribuer à notre groupe. Par exemple, si tu es riche, si tu peux nous aider, si tu es fort. Là, on t'accepte si tu peux aider le gang. On ne veut pas des gens que pour le décor, pour frimer ou pour devenir nombreux.
On a besoin de forts caractères. Il nous faut des gens avec des qualités, qu'on puisse en faire de vrais soldats, des leaders. J'ai remarqué que vous aviez des tatouages. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ça, c'est le nom de notre gang, T. Brown S. Et puis juste en dessous, à droite, c'est commandant. C'est le symbole d'un groupe, le groupe de prisonniers auquel j'ai fait partie. Vous voyez? C'est ce tatouage. Ensuite, là, ce sont des citations. Par exemple, « Seul Dieu peut me juger ». Et là, c'est Al Pacino dans Scarface. Des références à la violence mélangées à la religion, comme si c'était pour se donner bonne conscience. La plupart de ses membres connaissent bien la justice. Ce numéro sur la nuque en est la preuve. Ça correspond au numéro du code pénal qui décrit le meurtre aux États-Unis. Le 187, c'est le meurtre. Meurtre, code de meurtre. Le code pour le meurtre. 187, c'est le meurtre aux US. Le 187, ça veut dire que tu as des ennemis et tu les as tués. On est capable de le faire. On est capable. Et tu as intérêt à être le plus rapide. Et comment vous gérez les membres qui dérapent? Par exemple, le tabassage de tout à l'heure. On le tabasse avant de devenir membre du gang, et quand il est en tort, on fait ce qu'on appelle un jump out. T'es de nouveau tabassé plus fort, et ensuite rejeté du groupe. Ensuite, vous devenez un ennemi. Et là, tu ne peux plus représenter notre groupe. On te donne plus aucune aide. Et si tu fais une faute grave, la plus grave des fautes, c'est possible que tes anciens camarades te tuent. Il y a certains membres qui ont préféré s'éloigner du gang, comme Cyper. Aujourd'hui, il fait du rap, mais toujours en compagnie de ses anciens compagnons du crime. On est parti de rien. Avant, on avait des rêves. On écoutait nos idoles. Ils nous disaient de vivre et de survivre. À l'époque, bien sûr, il fallait avoir de l'ambition. C'est nécessaire ici, car à Manille, quand tu es faible, comme ils disent, si tu t'accroches pas, tu ne peux pas vivre. Tu dois être intelligent. La survie ici, c'est savoir qui sont tes amis. C'est ça, c'est ça. C'est normal d'avoir des ennemis. C'est la jalousie qui fait ça. Il y a toujours des conflits, et dans ces conflits, il faut être solidaire. Ouais, faut être solidaire. Mais tous les jours, on doit affronter des nouveaux gars, des bandes différentes. Tout ça, là, c'est notre vie de tous les jours, nous, les habitants de Manille. Il faut vraiment être fort, il faut savoir se battre. Pour vivre à Manille, il ne faut pas être un peureux. Il faut assumer son rôle, gangster ou rappeur. Car quand tu fais partie d'un gang ici à Manille, tu sais ce qui peut t'arriver. Il y a les meurtres. Oui, les meurtres. Il y a la prison aussi, se faire blesser, aller à l'hôpital. Tout ça nous arrive. Donc il faut pouvoir se défendre. Il faut se soutenir. Mais aussi savoir vivre, tout seul. On sait qu'on fait du mal. Nous aussi, on veut devenir riches. On veut être comme les autres. On veut des belles voitures, on veut bien manger, avoir de belles fringues. Tout ça, quoi. Des bijoux aussi. Moi, je n'ai pas de regrets, car tout ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai aimé. Dans un univers aussi pauvre et sale, ne pas sombrer dans la violence est un véritable exploit. À Barangay, le bidonville le plus pauvre et le plus dangereux de Manille, 26 000 personnes survivent au milieu des rats et des ordures. Ici, on est en plein cœur du bidonville. Il y a des gens qui sont morts ici. Ils ont été renversés par des trains. Par là, il y a des membres du gang.
Ici, il faut apprendre à bien s'entendre avec les autres. Si t'es cool avec les gens, ils sont cool avec toi. Il faut être très tolérant aussi. Sinon, c'est vraiment difficile de survivre. Mais tout ça maintenant, c'est derrière moi. Maintenant, ma vie, c'est la musique. Et quel type de problème il y a ici? Il y a des accidents de train, des gens écrasés par des trains. Des accidents, oui. L'autre problème aussi, c'est comment gagner sa vie. C'est une façon de vivre. Ici, c'est comme partout. Chacun a ses terres. Quel est votre territoire? Tout ça, c'est notre territoire. Avant, c'était très violent ici. Il y a eu des fusillades. Ici, il y avait une école. Oui, une école primaire. Demande au monsieur comment il vit. Moi, ma vie, c'est les déchets. Les cartons, les autres détritus. Comme le plastique, le papier. Tout ce que je trouve, en fait. Et de la nourriture. Et de la nourriture. La nourriture. Les restes, en fait. Je trouve des restes, des fruits, des légumes. Je trouve ça et les choses qu'on mange ici, ça nous permet de vivre. C'est ici que je gagne ma vie. Comme on dit aux Philippines, l'argent se trouve dans les déchets. Les enfants qui prennent de la drogue, je les emmène avec moi pour qu'ils puissent manger et qu'ils arrêtent d'en prendre. Et surtout pour qu'ils ne s'enfoncent pas. Survivre avec le crime, survivre grâce aux ordures. Certains ont fait un autre choix. Direction Caloocan, un bidonville où des enfants ont décidé de se prendre en main. Ils ont entre 12 et 14 ans, mais tous avec un passé de délinquant. C'est le hip-hop qui les motive, avec comme salle de danse, la rue. Voilà, c'est bien, Budding. C'est bien ce que tu fais. Vers l'intérieur, c'est ça. Grâce à Dita, ils ont pu changer leur destin. Ils savent danser. Et c'est pour ça que je suis fière d'eux. Car malgré tout, je les ai aidés. J'ai réussi à les éloigner de la délinquance. Heureusement, ils sont vraiment gentils. Ils nous écoutent, ils sont disciplinés. Lui, il ramassait les ordures. Aujourd'hui, il est danseur. Voilà. Lui, c'était un mauvais garçon quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il est danseur. Voilà. Voilà, c'est pareil pour lui. Ils étaient têtus, mauvais. Aujourd'hui, ce sont de bons gamins depuis qu'ils sont dans un groupe comme ça. Moi, ce que je recherche, c'est des délinquants, car je veux les éloigner de tout ça. Elle vient du village. Avant, elle terminait toujours au poste. C'était une délinquante. La bad girl, c'est Jay. Elle a 13 ans. Avant, elle était la chef d'un gang de pickpocket. Aujourd'hui, c'est la leader du groupe. On m'a dit que je serais très heureuse si on s'intègre et si on s'entraide. Nous sommes d'abord très unis, les filles et les garçons. On met tout notre cœur dans la danse, ça nous évite de faire des bêtises. La danse nous a permis de changer, de canaliser notre énergie pour aller dans le bon sens. Moi, avant, j'étais une gangster. Chacun de nous a son histoire. Après avoir formé le groupe, on a tourné une page. Et vous êtes comme leur mère? Oui. Elle est comme votre mère? Vous l'appelez comment? Tandita. Nous sommes pauvres. Nous n'avons ni de quoi payer les transports, ni participer au concours. Mais par chance, ils gagnent. C'est votre plus beau prix? Oui. Ça vaut 400 €.
Oui, c'est notre plus grand prix. La grande compétition à laquelle on a participé avec l'équipe. Il y avait même des plus âgés que nous. Et c'est nous qui avons gagné. On était trop heureux ce jour-là. Car grâce à ce trophée, on peut tous étudier. Ils sont heureux avec les 400 € qu'ils ont gagnés. Ça fait 14 € par enfant. Quelques euros pour un concours, une bien maigre consolation. Alors comment ne pas replonger dans la délinquance? Derrière son sourire, Dita a posé des règles très strictes. C'est interdit pour eux de fumer des cigarettes ou de la marijuana, ou encore de boire de l'alcool. Si par exemple on apprend qu'ils touchent à ça, ils sont exclus. Heureusement, ils obéissent. Ils sont disciplinés, ces enfants. Et c'est peut-être pour ça que nous y arrivons. À Manille, dans la moiteur tropicale, la pollution, le bruit, la surpopulation, les esprits ont vite fait de s'échauffer. La police est débordée pour combattre le crime. Alors elle peut compter sur la presse pour lui donner un coup de main. Direction, le commissariat central. Nous rencontrons Bernard. Son bureau, c'est ici. Il n'est pas policier, mais photographe de faits divers. Aux Philippines, chaque commissariat a sa salle de presse où les journalistes peuvent travailler et attendre une affaire. Allô, Sandro? Ah, il y a une fusillade à Fairview, mais c'est fini? Vous savez, la vie est très difficile ici aux Philippines. Dans cette immense métropole de Manille, ici à Manille, il y a par exemple un policier pour 1500 habitants. Alors c'est pas étonnant que les forces de l'ordre aient beaucoup de mal à suivre. Regardez par exemple cette photo. Elle a fait la une du Philippine Star. Je me suis rendu sur place et j'ai vu le couteau enfoncé dans la poitrine. Elle avait été assassinée. Et à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé le coupable. En fait, la police pense que l'assassin est un de ses clients. Elle lui aurait transmis le HIV. Dans ce commissariat, Bernard est chez lui. Pour l'instant, pas de travail. Les rues sont calmes et les geôles sont vides. Il y a un mois, on a compté 10 morts. Aujourd'hui, ça a un peu ralenti. Regardez par là, c'est ouvert. Et vous voyez bien, il n'y a personne. C'est très propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de criminels. Alors on attend, on tue le temps. Les pires moments sont les jours de paix. Avant et après le jour de paix. Disons les 15, 16 ou 17 du mois. C'est très violent à ce moment-là, car vous savez comme la vie est difficile maintenant. Et il y a aussi beaucoup d'incendies dans les endroits défavorisés. On ne peut pas blâmer les gens qui ont faim, on ne vient pas à leur secours. Le calme était de courte durée. Un mort à Valenzuela. On y va, vite. Bernard a reçu un appel. Il n'y a pas de temps à perdre. Avec la police, on est en première ligne. Il y a des risques, surtout dans les fusillades. Heureusement, on est encore vivant. Et comment vous avez appris ça? Comment vous avez eu l'information? Par la radio. Il y a eu des coups de feu à Valenzuela.
Donc je l'ai appelé et il m'a confirmé qu'ils étaient encore là. Arrivé sur les lieux, Bernard n'est pas le premier. Quelques journalistes sont déjà là. Alors il faut faire vite, prendre les informations, photographier. On ne doit pas s'attarder. C'est là? Dans la Nova, c'était la victime. Il a bloqué l'autre. Et lui? Il avait une arme et il a tiré sur l'autre. Mais il est où? Il s'est énervé et il s'est échappé. Le chauffeur s'est échappé? Oui, il s'est échappé. Céline Castro? Oui, oui. La femme de la victime a été prévenue. Son mari n'a pas été tué pour un règlement de compte ni un braquage, mais pour une toute autre raison. Il y a eu une altercation dans les embouteillages. Le premier conducteur a bloqué l'autre. Il est descendu de sa voiture et est venu voir le second conducteur qui a paniqué et lui a tiré dessus. En fait, ça a commencé par un petit conflit. Ils se disputaient la priorité. Ensuite, l'un d'eux n'a pas pu supporter ça. Et voilà comment ça se termine. Le ton monte et on retrouve un cadavre sur la chaussée. C'est ce que l'on appelle un road rage. Comprenez la rage au volant. Le quotidien à Manille. On en dénombre plus de 70 par an. Retour au commissariat. Bernard doit choisir ses photos et les envoyer au journal. En faisant ce métier, il a l'impression d'aider. Ça va être publié ce matin, j'ai de quoi faire un article. Ça va s'adresser à tous les chauffeurs. Vous voyez, c'est l'été, il fait chaud, et les gens s'énervent facilement. Demain, tout le monde va en parler, tous les autres journaux. Ici, à partir d'un petit conflit dans les embouteillages, ça se termine par des tirs. En ce dimanche des Rameaux, les croyants se bousculent pour se faire bénir. Les Philippines est le seul pays chrétien de l'Asie du Sud-Est, un héritage religieux de la conquête espagnole du XVIe siècle. Dans ce pays dévasté par le crime et la corruption, la religion donne un peu d'espoir. Le père Abet le rappelle à chaque messe. L'Église nous rappelle que l'on ne doit pas oublier que nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous pauvres d'une façon ou d'une autre. Et nous avons besoin de quelque chose ou quelqu'un qui puisse nous aider pour améliorer notre existence. Il n'y a rien d'autre. Il y a une façon de lutter contre la corruption et le désordre dans le gouvernement, c'est de croire dans l'amour du Christ. À Makati, le district le plus riche de Manille, tout est privé. Les rues, les trottoirs, les lampadaires, tout. Dans ce quartier d'à peine 40 ans et en plein essor, on est maire de père en fils. La corruption est à tous les étages. Et pour la dénoncer, il y a Tulfo, le journaliste anticorruption. Bonsoir, nous sommes jeudi, bienvenue dans notre émission, je suis Irène Ferrer. Et je suis Monet Tulfo, votre loyal présentateur. Restez avec nous, nous avons des nouvelles croustillantes pour vous aujourd'hui. On va partager nos opinions. Il y a deux camps qui s'opposent en ce moment et ils sont divisés. À Makati, il y a le maire suspendu, Junjun Binay, accusé de détournement. Et il y a le maire adjoint, Romulo Peña. Il a été nommé par le ministère pour le remplacer. On parle d'un immeuble à Makati dont le financement est plus que douteux. Il est question d'énormes sommes détournées. Binay se sent tout puissant car son père c'est le vice-président. Il pense que son père peut l'aider.
La mairie de Makati, la voici. Le maire accusé de corruption y est retranché. Pas de service de sécurité devant, mais des centaines de gens, fervents supporters du maire Binet. Binet, Binet, nous sommes pour Binet. Binet, Binet, nous sommes pour Binet. On reproche au maire Binet d'être corrompu. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est pas vrai. Toute ma famille reçoit des aides. Donc on ne veut pas qu'il parte. Nous sommes toujours pour Binet. Tout ce qu'il a fait est bon. Toutes les aides pour les écoles, les étudiants, il aide pour les médicaments, pour tout. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ce n'est pas possible de changer le maire Binet. Il n'y a que Binet pour toujours. Jusqu'à ma mort, je serai pour Binet. L'ancien maire Binet a été démis de ses fonctions par la justice. Il aurait empoché environ 40 millions d'euros pour la construction d'un immeuble. Tulfo et le nouveau maire Peña regardent le spectacle impuissant. Voilà, c'est là. Voici l'immeuble en question. C'est là où tout a commencé. La construction de cet immeuble a coûté à la ville 46 millions d'euros. Le prix réel est de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, vous vous rendez compte? Et voilà, on y est. Oui, c'est mon bureau. Pourquoi votre bureau est ici? Eh bien, le maire suspendu ne veut pas quitter la mairie. Il est encore là-bas. Ça fait 17 jours. En fait, actuellement, c'est lui le maire officiel. Et il remplace le maire de Makati, Junjun Binet, qui lui est toujours à la mairie, malgré sa suspension. Il est mis en examen par le tribunal pour corruption. En ce moment, l'enquête est en cours et le tribunal a donné l'ordre pour suspendre ses fonctions. Le ministre de l'Intérieur a décidé de me nommer maire. Mais vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas gérer la ville. Pas encore, mais petit à petit. Certains services de l'extérieur, comme la police, les pompiers, comment vous dire, comme les banques. En fait, je suis aux responsabilités. Mais concernant les opérations concrètes dans la ville, je ne peux pas m'imposer. Je ne peux pas les appeler pour une réunion, car l'ancien maire les empêche d'assister à mes réunions. C'est un peu particulier, effectivement. Le maire actuel a peur. La foule protège l'entrée. Il ne peut même pas faire appel à la police. La situation est inextricable. Je ne peux pas rentrer. Il ne peut pas. La foule l'en empêcherait. C'est impossible pour vous d'entrer à l'intérieur. Ah oui, oui, vraiment impossible. Il ne peut pas rentrer avec la police? Vous savez pourquoi la police ne peut pas forcer l'entrée? Car ça peut prendre un tournant politique. Oui, il a raison. Il a raison. Si par exemple quelqu'un dans la foule est blessé, ça serait un point pour les Binet. On nous a rapporté que les Binet leur avaient dit « Si vous nous soutenez, on vous donne de l'argent. » Vous vous rendez compte? C'est une foule payée. Combien sont-ils parfois? Une fois, ils étaient 2000. 2000. Il y a de la nourriture gratuite. Nourriture gratuite et cinéma gratuit. Il y a ceux qui mangent gratuitement. Et il y a les autres qui survivent. À Manille, 15% de la population a faim. Retour à Barangay. C'est dans le cimetière que les TBS passent leur journée. Ici, entre les tombes, des gens vivent parmi les victimes de la violence criminelle. T'as apporté quelque chose? Mais non. Bruti, tu crois que je suis de la police? De temps en temps, les TBS viennent se souvenir de leurs anciens camarades morts.
Ici, c'est un de nos vétérans qui est mort. C'était Rodolfo. On l'appelait Dolphy, ou Suisse. Il a été tué en quelle année déjà? 2000. Ouais, vers 2000. Il s'est embrouillé avec un autre gang. Il leur a volé 2 bocaux d'ecstasy. Il les a braqués avec une arme. Lui, tout seul, il a braqué le dealer. Et là, ils l'ont recherché, ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont coupé en morceaux. On a retrouvé toutes les parties de son corps, sauf la tête. N'est-ce pas, mon frère? Ouais, ouais. Partout, on trouvait des parties de son corps. Putain, mais personne ne vient jamais lui rendre visite. On vient ici pour honorer sa mémoire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est toujours pas vengé. On connaît le gang, mais on ne sait pas exactement qui sont les tueurs. S'ils retrouvent les meurtriers, une guerre des gangs éclatera. Et la seule façon de la gagner, c'est d'avoir le maximum d'armes. Tu vois, on a besoin de ça ici. Car avec un flingue, on sauve notre peau et on protège nos familles. Car si on n'a pas ça, on se fera dévorer par les zombies. Allez les enfants, partez. On voit aussi que vous portez des croix. Vous arrivez à associer le Christ, les cimetières, les armes. Vous pensez que cela va ensemble? Si on ne se protège pas, si nous n'avons pas toutes ces armes, ce sera nous qui serons enterrés dans ce cimetière. Je considère que chaque jour où nous sommes épargnés, eh bien c'est une victoire. Dieu est présent à chaque moment. Dieu décide combien de temps on a pour vivre. On ne prétend pas être les plus forts, mais on fait de notre mieux pour rester en vie. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes nos armes. Mais ça ne nous empêche pas de croire en Dieu. En tout cas, c'est notre force. Nous en avons besoin pour survivre. On demande à Dieu de nous pardonner. Des membres de notre groupe sont morts et ils portaient des armes. D'autres sont en prison ou se cachent. Dieu n'y est pour rien. C'était leur temps pour mourir. Je voulais discuter tranquillement avec eux. Le ton est monté. Il voulait sortir son arme. Je lui ai dit « Sors-le! Sors ton flingue !» Abruti. Je leur ai donné une chance. Ils étaient 4. Et personne ne voulait le sortir. Son flingue était derrière lui et il était assis dessus. Comment il peut le sortir? Donc, je l'ai tué. Les TBS ont été fondés ici, aux Philippines. Ça fait longtemps qu'on existe. Nous sommes le gang le plus dangereux des Philippines. On est très nombreux, on est partout, on a le contrôle de la plupart des rues. On tue des gens, on sème la terreur dans les rues. En fait, on fonctionne comme un syndicat. Et maintenant, nous, on fait aussi du trafic de drogue. On vole, on vend des armes, on est responsable de nombreux crimes. Chacun a sa compétence. Et vous n'avez pas peur de la police? On leur échappe. On ne veut pas aller en prison. Ici, aux Philippines, les conditions en prison sont insupportables. En prison, on ne mange pas régulièrement. Et c'est compliqué, même pour dormir. Et parfois, les gangsters jouent les agents doubles. La police a besoin d'indices, surtout pour lutter contre la drogue. Sans eux, elle ne pourrait pas travailler, pas infiltrer les groupes. Nous rencontrons Bouaoui. Cela fait longtemps qu'il renseigne les stupes, et c'est toujours la même méthode de travail. Combien ça coûte la dose? Par ici, là où je vais le chercher, le moins cher, c'est 5 grammes pour 75 €. Ça fait longtemps que vous travaillez avec les stupes? En tout, ça fait 9 ans.
Et vous avez travaillé sur des opérations compliquées? Comment ça se passe? Ah, j'en ai fait beaucoup. Ils disent que ces interventions sont délicates. D'abord, j'y vais et je filme. Parfois, ils me mettent les menottes pour faire croire qu'ils m'arrêtent aussi. Mais je me suis habitué. En plus, je travaille tout seul. Donc il y a certains endroits que j'évite, comme les mosquées. C'est comme ça. Je suis habitué maintenant, mais la peur est là. Et elle ne va pas partir, mais c'est pas grave. Parfois on se fait tirer dessus. Ou bien, quand je suis à l'intérieur, c'est dehors que ça tire. Mais bon, c'est ok. Toute la société philippine est touchée par ce fléau. La drogue, c'est de la méthamphétamine, appelée aussi chabou. Ultra forte, ses effets sont ravageurs. Oui, ils consomment tous. Les fonctionnaires dans les mairies, les employés. J'ai des collègues qui consomment de la drogue. Dans la police, ici, dans notre secteur, les policiers en prennent. Quand ils attrapent quelqu'un, c'est ça. Ils font comme ça. Ils font payer ces trafiquants et les choses qu'ils trouvent, ils les consomment. Garde-toi plus loin, pour pas qu'ils nous voient. Bouaoui est aussi consommateur de chabou. Il part dans un point de vente. Il filmera comme il le fait avant les opérations de police. Et cette fois-ci, il se fait passer pour un dealer. Ça, tu vois, c'est la meilleure drogue. C'est toujours le même dealer qui me fournit. Il la vend pas trop cher. Si c'est juste pour goûter, ça va. Oui, bien sûr. J'ai déjà préparé l'argent de toute manière. Sois discret, dis pas ça. Toi, tu demandes toujours de l'argent et tu nous donnes rien. Ouais, c'est vrai. C'est mieux de prévenir avant. À toi. Pour moins de 300 €, vous pouvez acheter 20 grammes de méthamphétamine. Alors, beaucoup rentrent dans le business. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des achats, et ensuite on a fumé. D'abord on était 2 et les autres nous ont rejoints. Et ces gens ils font du trafic depuis longtemps? Ah oui, ça fait longtemps qu'ils font ce trafic. 20 ans environ. Et qui sont-ils? C'est des petits commerçants. Ils sont du quartier. Tout le monde est susceptible de vendre cette drogue de synthèse, facile à fabriquer. Au cours des 3 premiers mois de 2015, près de 4 millions d'euros ont été saisis. Attendez-moi à la porte. Javier Cuyason dirige une unité antidrogue. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son indique. On partage les informations de l'indique entre tous les groupes STUP, car c'est la procédure au sein du département antidrogue. Mais l'indique travaille exclusivement avec notre équipe. Il nous a déjà aidés sur plusieurs opérations qui ont été des succès pour notre groupe. On l'utilise depuis déjà un bon moment. Parfois, les dealers n'hésitent pas à demander des garanties un peu spéciales. Si un deal doit se faire à l'extérieur, le contact est pris par l'indique. Pour un caillou de chabou de 200 grammes, par exemple, l'acheteur va devoir laisser son enfant en garantie de paiement. Il va chercher l'argent, et quand le dealer reçoit l'argent, alors il laisse l'enfant partir. Une assurance? Oui, en quelque sorte, c'est comme une assurance, pour garantir le paiement. Drogue contre enfant. C'est dans une ferme que le contact est pris. Après repérage de l'indique, les policiers vont mettre en place le plan d'attaque. Tout doit aller vite, rien n'est laissé au hasard. Un homme âgé avec un haut à rayures? Mais c'est quoi son nom? La Barda.
La Barda? Il a un peu les yeux bridés. Montre-moi ce que t'as acheté. J'ai acheté ça. Oui, ça vaut 10 €. Fais-moi un dessin. Marque les endroits pour qu'on puisse faire un plan. À cet endroit, il y a un carrefour. Voilà, c'est à côté d'une école primaire. Adriana. Adriana quoi? Rue Adriana. C'est ici l'entrée. Mais il y en a aussi une derrière. Ici, c'est l'entrée, et il y a une sortie par ici. Oui, au carrefour à gauche. Ok, alors 2 personnes se posteront là. On le bloque ici, mais le plus important, c'est de le prendre par surprise. Quand on arrive, personne ne doit s'échapper. Alors voilà ce qu'on fait. Qui va acheter? Il faut lui acheter. Ça sera peut-être lui. Et il est grand cet espace? Allez, équipez-vous. Ces opérations ont lieu en plein jour. Alors la discrétion est de rigueur. Les indiques ne participent pas à l'interpellation, mais sont avec la police jusqu'au dernier moment. La réussite dépend en grande partie de leurs informations. Là, on fait une reconnaissance d'abord. On a la cible. On sait où la trouver. Donc c'est pour ça qu'on va aller à son domicile. On tourne autour pour savoir comment il fonctionne, où il se positionne et où on peut le coincer. C'est une personnalité de la drogue, connue dans les environs, qui fait du trafic de chabou. À gauche, là-bas, c'est ça. Oui, l'école primaire de Manibago. On rentre ici. Cette maison à droite, c'est la maison de la cible. Voilà, c'est lui là. Et son beau-frère aussi. Allez, on descend. Venez ici! Reste ici! Oui. Personne ne bouge! Mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Venez avec moi. De quoi, monsieur? Vous là-bas! Suivez ce qu'il dit. Restez là. Oui, monsieur, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mettez-vous par terre. Restez là, par terre. Son corps, cherchez. Qu'est-ce que vous avez? Rien, monsieur, je n'ai rien, monsieur. Suivez ce qu'il dit, restez là. Ne prends pas ça, laisse-le-moi. Prends pas ça, laisse-le-moi. Chope l'autre. Voici la preuve. Venez ici, vous deux. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ouais. Comment, monsieur? Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'arrivez pas à en trouver un, le gouvernement s'en chargera. Oui, monsieur. Qui est là? Réveille-toi, fils de pute. C'est lui. On y va. Emmenez-le. Votre nom? Tess. Quoi? Votre portable? Y'a que moi ici, le propriétaire n'est pas là. Voilà un briquet. On y va. Ce que tu as trouvé, tu l'as récupéré? C'est fait. Ok, il faut mettre l'argent d'un côté, la drogue de l'autre. Donne-moi l'argent. La prise est maigre, quelques doses, de l'argent, mais c'est surtout le flagrant délit qui compte pour les policiers. Même si tout le monde se dit innocent. Non mais moi j'ai rien à voir avec tout ça.
Pas de retour au commissariat. C'est dans une ferme que les procès-verbaux sont rédigés, devant témoins. Où il est celui qui a acheté? Bon, alors ça nous l'avons récupéré sur lui, et ça on l'a acheté. Ensuite l'argent. Montre-moi l'argent marqué, celui qu'on a récupéré. Voici ce qu'il se passe après l'arrestation. On fait le procès-verbal. Selon l'article 165, le procès-verbal doit être fait devant un témoin, soit l'élu du village, soit le représentant des médias, soit encore le représentant du département de la justice. Le secteur où nous sommes est vraiment connu comme une plaque tournante. Et on vient souvent ici. Les gens connus pour le trafic le savent. Et on a déjà démantelé un groupe de trafiquants. Ils seront placés en garde à vue. Avant leur procès, ils attendront en moyenne 4 ans. Le système judiciaire philippin est calqué sur la loi américaine. Et tout se fait en anglais, alors que la majorité des délinquants ne parlent pas cette langue. Avant d'être transférés dans une prison municipale, les 3 hommes attendront des jours dans une cellule bondée. Pas de fenêtre, l'air est suffocant et le comité d'accueil les attend. Entrez, entrez, bienvenue à la maison. Regardez d'abord dans les poches pour voir s'ils ont des choses de valeur. On devient sage ici. Enlevez les vêtements, mes amis. Enlevez vos vêtements. La drogue, c'est la cause de toute la criminalité ici aux Philippines. C'est pourquoi nous avons augmenté les peines. Le trafic de drogue est devenu le fléau majeur dans notre pays. Et beaucoup de jeunes en sont victimes. C'est comme une maladie contagieuse. La méthamphétamine, c'était connu comme la cocaïne des pauvres. Alors la cocaïne et la méthamphétamine ont des effets similaires, mais contrairement à la cocaïne, la méthamphétamine dure plus longtemps, avec ce qu'on appelle la montée. Il y a un effet puissant sur le cerveau. On peut faire des choses impossibles, on se croit invincible, on ne dort pas, on ne mange pas. Certains même ont des hallucinations. Ça devient un vice. Alors ils finissent par voler pour pouvoir consommer. C'est ça, les effets de la drogue. Et pourquoi vous faites ça? Vous vendez de la drogue? En fait, moi je prends pas de drogue. J'ai rien fait. Quelqu'un m'a demandé de donner un truc. Et à ce moment-là, les policiers sont arrivés. Et pourquoi vous étiez d'accord pour faire ce travail? Moi j'ai fait ça uniquement pour connaître les trafiquants. Mon neveu est une victime de la drogue. Si je trouve les dealers, je les tue. Durant le premier trimestre de 2015, un peu moins de 2000 personnes ont été arrêtées, uniquement pour des affaires de drogue. Retour dans le bidonville de Jay. Aujourd'hui, c'est jour de gala. Sa troupe et elle vont danser à un festival de hip-hop. Mais avant de partir, Jay a ses petites habitudes. Voilà, c'est ici où je vis. Quand je me prépare, avant un concours, je préviens d'abord ma mère pour qu'elle me donne la permission et surtout pour qu'elle sache où je vais. Avant de me préparer, je mange. C'est pas trop pour toi? Non, ça va. T'es pas fatiguée? Oui, un peu. Qui va participer? Nous sommes plusieurs groupes.
Avant, elle traînait partout, elle ne dansait pas. Et puis un jour, j'ai appris qu'elle voulait faire des compétitions de danse. Alors elle a demandé de l'argent pour des uniformes, j'étais d'accord. Je lui ai dit, on ira voir ton père à Bulacan pour lui demander de quoi acheter des uniformes. Au départ, je n'étais pas d'accord parce que ça perturbe les études. C'est pas évident d'associer la danse et les études. Heureusement, les professeurs ont été compréhensifs et elle continue de bien travailler à l'école. Elle a des bonnes notes. Moi, j'aimerais vraiment devenir institutrice. Et mes frères et sœurs, j'aimerais qu'ils terminent leurs études. Pour pas qu'ils deviennent comme les autres enfants d'ici. Pour pas qu'ils traînent. Pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. J'aimerais qu'ils le fassent pour la famille, qu'ils nous tirent vers le haut. Je vais partir, maman. Tu m'accompagnes? La danse, c'est ce qui a sauvé Jay. Et sa mère est fière qu'elle s'en soit sortie. Mais tous les enfants n'ont pas la force et la même chance qu'elle. Dans son groupe, tous ne vont pas à l'école. Départ pour le festival. Faute d'argent, c'est à 8 que l'on s'entasse dans ces sidecar taxis. Je monte avec Jason. On va tout droit. Roule pas trop vite. Pas facile de vivre ici. Avec comme salaire moyen moins de 5 € par jour, l'espoir n'est plus vraiment au rendez-vous. Et pourtant Jay et ses amis ont décidé de se battre. L'espoir par le hip-hop, c'est le nom de ce rassemblement. Des rappeurs étrangers sont aussi là pour faire le show et signer des autographes. Les enfants des bidonvilles sont là pour recevoir le message. B-Boy Mouse, l'un des organisateurs, a lui aussi un passé de délinquant. Ce projet est là pour vous encourager à danser et on espère que vous ne penserez plus à un mode de vie fait de drogue et de violence. Personnellement, le hip-hop m'a changé. Avant, j'étais dans la délinquance. J'étais perdu. Pour vous dire la vérité, tous mes camarades sont en prison ou sont morts. Je suis le seul qui s'en est sorti. Le hip-hop m'a appris à trouver une place dans ce monde. J'espère que vous suivrez notre exemple. Soyez constructifs. Éloignez-vous des mauvaises rencontres. Travaillez bien à l'école et dansez comme nous. Soyez heureux. Voilà, c'est tout. Attention, préparez-vous. Voici le groupe Les Kids. Applaudissez-les. L'espoir aura réussi à sauver Jay et ses amis. Ils ont repris goût à la vie et à ses valeurs. Mais dans une mégapole rongée par la violence et la misère, les futures générations auront-elles le courage et la force de ne pas sombrer dans la délinquance ?